Merci de nous regarder en ce moment sur Freka TV, la chaîne de télévision panafricaine qui jette autrement un regard sur le continent africain. La montée en puissance de la Chine inquiète. Les Américains qui croyaient dominer le monde en matière de technologie de pointe se trouvent à la remorque de la Chine. La Chine va tellement plus vite qu'elle est en train de faire paniquer la superpuissance, le gendarme du monde, les États-Unis d'Amérique. Avec Huawei Technologies, le champion chinois des équipements de télécommunications numériques, la Chine est en train d'imposer ses produits et de s'imposer dans le difficile et concurrentiel marché de la téléphonie mobile avec la 5G. Une politique commerciale chinoise soutenue par la partie communiste dont le secrétaire général n'est autre que le président Xi Jinping et qui fait trembler la planète. Et du coup, une seule question se pose, qui peut arrêter la Chine? Qui a peur de Huawei? À qui profitera cette guerre ouverte dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans celui de la très haute technologie? Et l'Afrique et les Africains dans tout ça? Peuvent-ils s'inspirer du cas de la Chine et de son produit Huawei? Ce sont là quelques questions qui vont guider nos échanges avec nos invités ici présents sur le plateau. Nous avons Eric Chouandom qui est traducteur principal exerçant en freelance. Bonjour Eric Chouandom et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Economy First. Bonjour Suzanne et merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à Freka TV à qui je souhaite tout le meilleur du monde. Merci. Et à ma gauche, j'ai Simon Yefou, auteur de l'ouvrage Le terrorisme international d'hier à demain. Bonjour Monsieur Simon et bienvenue sur le plateau d'Economy First. Bonjour Suzanne. Bonjour à tous les téléspectateurs de Freka TV. Merci de m'avoir invité sur votre plateau de ce matin. Et je dis aussi grand bonjour à tous les panafricanistes qui nous regardent et qui croient comme nous que c'est aussi et surtout par la communication que nous allons gagner le combat du panafricanisme, Suzanne. Oui, merci Monsieur Simon. Et en quelques minutes, pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Il s'agit donc, comme vous venez de le dire dès le départ, d'un ouvrage de près de 500 pages, exactement 494 pages, intitulé « Le terrorisme international d'hier à demain ». Et je me suis mis à écrire, à réfléchir sur la rédaction de cet ouvrage à partir de 2009 parce que pour la première fois, le Cameroun, c'est-à-dire le nord du Cameroun était confronté à la menace terroriste avec la secte terroriste nigériane Boko Haram. Et il m'a fallu écrire cet ouvrage pour attirer l'attention des dirigeants africains et des dirigeants du monde que la menace terroriste qui existe depuis plusieurs décennies, malgré tous les combats qui sont menés contre ce mal, ne cesse de s'étendre. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de pays qui n'étaient même pas affectés par le terrorisme le sont devenus, malgré tous les moyens colossaux mobilisés par les États pour les combattre. Donc, dans mon ouvrage, j'essaie de présenter la situation du terrorisme international dans le monde entier et j'essaie de remonter dans l'histoire pour voir comment en est-on arrivé là. Et pour terminer, j'essaie de faire des projections futures pour dire à qui veut l'entendre que si des mesures appropriées ne sont pas prises, le terrorisme va toujours continuer à s'étendre et faire davantage de victimes dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur Simon Yefou. Et une fois de plus à vous deux, bienvenue sur le plateau d'Economy First. Alors, ma première question se dirige vers vous. Monsieur Simon Yefou, quel commentaire vous inspire cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Bien, je dirais dès le départ que les États-Unis sont quelque peu frustrés de l'ascension fulgurante de la Chine à partir des années 2000. Pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs qui nous regardent, je dirais que jusqu'en 1975, on continuait de considérer la Chine comme un géant endormi. Et en 1975, c'est la mort de Mao Tse-tung. Et quand Mao Tse-tung meurt, c'est Deng Xiaoping qui prend le pouvoir. Et quand Deng Xiaoping arrive au pouvoir, il fait ce qu'on n'a plus fait en Chine depuis très longtemps, c'est-à-dire ouvrir la Chine aux investissements étrangers.
Et il a lancé un célèbre terme qu'on a l'habitude de répéter. Il dit enrichissez-vous. Il a demandé aux Chinois enrichissez-vous. Il a aussi dit quelle que soit la couleur du chat, l'essentiel est qu'il attrape la souris. Et c'était le début de l'ascension de la Chine. Et quand Deng Xiaoping est mort au début des années 2000, son successeur, qui était Jiang Zemin, a continué sur cette lancée. Et c'est pour cela que la Chine, progressivement, a rattrapé les puissances occidentales qu'il avait maltraitées pendant très longtemps, pendant les années, c'est-à-dire au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et c'est John Walker Bush qui, la première fois, en 2002, avait déterré, qu'on peut dire, la hache de guerre en voulant sanctionner la Chine parce qu'il y avait un déficit commercial chronique qui nécessitait de s'élargir entre les États-Unis et la Chine. Et quand John Walker Bush, en 2002, a essayé d'entreprendre des sanctions économiques contre la Chine, pas des sanctions économiques, c'est-à-dire élever les taux de douane sur certains produits made in China. Bon, la Chine avait porté plainte à l'époque à l'Organisation mondiale du commerce qui lui avait donné raison. Et on a abouti à une véritable accalmie pendant plusieurs années. Et c'est quand Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis qu'il déterre encore la hache de guerre en disant « America First » et qu'il est hors de question que la Chine continue de profiter des États-Unis pour s'avancer avec un déficit commercial chronique qui en 2018 s'est élevé à 600 milliards de dollars. Donc, un déficit en faveur de la Chine, donc en défaveur des États-Unis. Donc, c'est une histoire les États-Unis qui sont frustrés par cette ascension. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'imposer toutes ces sanctions ou bien d'entreprendre cette guerre commerciale que les gens qualifient même de nouvelle guerre froide entre les deux géants à la tête de l'économie mondiale. Et nous retenons donc avec vous que c'est une histoire de frustration. Absolument. Et que pensez-vous, Monsieur Eric Chouandom, de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Je pense que mon copanéliste a fait un excellent résumé historique, n'est-ce pas, des relations commerciales tendues qui existent entre la Chine et les États-Unis depuis belle lurette. Alors je vais être plus récent en disant que c'est deux bonnes guerres. Ma perception personnelle, c'est que c'est les deux géants du monde qui se discutent les premières places et c'est normal, les États-Unis sont dans leur bon droit de contrôler, en fait, les deux puissances s'épient pendant que la Chine espionne les États-Unis espionnent la Chine. Et du coup, c'est vers la fin de l'émission, je veux dire, j'espère qu'on va y arriver dans le questionnaire, que nous pourrons tirer les leçons qui nous concernent, puisque pour l'instant, c'est deux grands qui se battent entre eux. Et nous ne pouvons que, à partir de notre position d'Africains, observer et en tirer des leçons. Merci. Et est-ce qu'on peut parler à ce stade de concurrence déloyale si les Chinois montent en puissance et deviennent leaders aujourd'hui dans la vente des équipements de très haute technologie dans le secteur des télécommunications? Voilà, vous posez là une très bonne question, Suzanne. Je dirais oui, on peut parler de concurrence déloyale. Premièrement parce que si on rentre dans l'histoire, on se rendra compte que Huawei a fait beaucoup de mal aux entreprises européennes. Si nous prenons rien que le continent africain, Siemens a disparu, Ericsson a disparu. Au niveau du continent africain, les matériels de télécommunication sont entièrement contrôlés par Huawei. Même au Cameroun, c'est Huawei qui est en charge du matériel de communication, de télécommunication, les pylônes, les antennes, pour tous les opérateurs de téléphonie. Ça, c'est sûr de tous. Donc les États-Unis estime que ce serait un peu déloyal si déjà, ayant perdu l'Afrique, les Chinois s'aventuraient, n'est-ce pas, à venir dans leur propre pays, leur damer le pion, pour donc empêcher aux Chinois, n'est-ce pas, de rentrer dans leur périmètre, dans leur surface de sécurité. Les Américains, non seulement ont interdit le déploiement de la 5G dans leur pays, mais en plus dans les pays alliés. Vous sans ignorer que la Nouvelle-Zélande et le Canada ont déjà manifesté, n'est-ce pas, leur refus de recevoir Huawei chez eux. Et les États-Unis continuent, n'est-ce pas, leur propension à
en essayant de convaincre les autres nations européennes, les nations amies, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, de ne pas accorder, n'est-ce pas, de ne pas autoriser Huawei à se déployer chez eux. Donc, mon commentaire personnel, c'est une concurrence déloyale, mais qui est compréhensible. Compréhensible si on se place du côté américain. D'autre côté, si on veut comprendre les Chinois, il y a une volonté hégémonique qui est tout à fait normale des Chinois. Donc, je reste équilibré et je dis, le plus important au terme de ces échanges, c'est la position ou bien la leçon africaine qu'il faut tirer, puisque nous sommes dans une chaîne panafricaine en plus. On en arrive, M. Eric Chouandom. Monsieur Simon Yefo, qu'est-ce qui peut bien justifier cet acharnement des États-Unis sur la Chine? Est-ce à cause d'un simple téléphone 5G ou il y a d'autres enjeux géostratégiques derrière? Il y a beaucoup d'enjeux, Suzanne. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la montée en puissance de la Chine dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement sur le plan économique, même sur le plan politique, puisque quand la Chine devient un véritable géant mondial, elle essaie de multiplier des alliés un peu partout dans le monde, à commencer par le grand ennemi des Occidentaux qui est à la Russie, puisqu'il y a une alliance tacite entre la Chine et la Russie, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez que souvent quand il y a les discussions là-bas, quand des décisions vont être prises, la Chine et les États-Unis, et la Russie votent ensemble, ce qui frustre quelque peu les Américains, qui ne comprennent pas comment ce pays qui était hier un endormi, on l'appelait un géant endormi, s'est tellement réveillé qu'il est en train de menacer leur leadership mondial. Parce que si les prévisions sont respectées, dans quelques années, si la situation ne change pas, la Chine va prendre la tête du leadership mondial, c'est-à-dire la première puissance mondiale dans tous les secteurs. Et c'est ce qui mécontente les États-Unis. Et comme c'est une puissance impérialiste, les États-Unis c'est une puissance impérialiste, l'impérialisme américain qui est né dès la fondation de cet État, qui s'est imposé par la force. On se rappelle de James Monroe, la politique du gros bâton, Theodore Roosevelt, le président des États-Unis, qui ont exercé un véritable, c'est-à-dire qui ont inauguré l'impérialisme américain, d'abord sur le territoire américain, c'est-à-dire en imposant une domination sur l'Amérique du Sud, puis sur le reste du monde, par la culture, par l'économie, ainsi de suite, et par les forces armées. Et cela veut dire que les États-Unis sont en train quelque peu de se venger de la Chine, qui non seulement entretient un déficit commercial chronique vis-à-vis de, c'est-à-dire il y a la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine est largement excédentaire au profit de la Chine et déficitaire en défaveur des États-Unis. Et non seulement cela, les Chinois se permettent de nouer des alliances avec les ennemis des États-Unis comme la Russie, comme l'Iran. Vous voyez, comme l'Iran qui est le grand ennemi des États-Unis. Vous avez parlé de Huawei, c'est-à-dire on a voulu sanctionner Huawei sous prétexte que Huawei a violé l'embargo décrété par les Occidentaux contre l'Iran. Or, la Chine, dans sa politique mondiale, ne veut séparer la politique de l'économie. C'est ce qui se passe sur le continent africain. On a vu les Occidentaux à plusieurs occasions dire qu'ils ne peuvent aider les pays que à condition qu'ils se démocratisent en organisant des élections, ainsi de suite. Et tout le monde sait même que organiser les élections, ce n'est même pas un signe de démocratie. Et je vous rappelle que cette Chine-là, qui dicte sa loi dans le monde entier, est tout sauf une démocratie. On pourrait même dire que la Chine est la plus grande dictature du monde. Ouais, même si tous les 10 ans, il y a une alternance au pouvoir là-bas, on sait que les élections, il n'y a pas les élections en Chine. L'histoire des droits de l'homme, ça n'existe pas en Chine. Quand vous parlez des droits de l'homme en Chine, on se moque de vous. De quoi parlez-vous? Donc, c'est de cette manière que la Chine s'impose, c'est-à-dire sans donner, sans condition dans le monde, ce qui déconcerte les États-Unis, ce qui les décontenance au point qu'ils prennent ces mesures
quelque peu disproportionné en élevant des taux de douane sur beaucoup de produits chinois. Et je voudrais vous dire que malgré toutes ces taux de douane, tous ces taux de douane qui ont été imposés, ce déficit commercial ne cesse de se creuser. Même au moment où nous parlons, ça veut dire que cette politique américaine est contre-productive parce que le déficit commercial là n'a pas été résolu, ça se creuse davantage. Et ça doit les amener à envisager d'autres mesures plus démocratiques, si on veut le dire, parce que c'est une concurrence quelque peu déloyale. Et je suis un peu aussi étonné du silence de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que l'Organisation mondiale du commerce est là pour arbitrer le commerce mondial pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions. Malheureusement, depuis, c'est comme si l'Organisation mondiale du commerce ne dit presque rien, puisque l'Organisation mondiale du commerce est là pour veiller à ce que les États laissent le commerce mondial se dérouler librement. Bon, peut-être parce que la Chine n'a pas encore porté plainte. Et on a aussi vu que la Chine aussi impose des représailles. Des représailles aux États-Unis, c'est-à-dire, elle a aussi élevé des taux de douane sur certains produits made in America, ce qui a beaucoup fait mal à l'économie américaine. Donc, pour répondre définitivement à la question, cette guerre commerciale déclenchée entre les États-Unis et la Chine n'est pas seulement, c'est-à-dire l'objectif, c'est-à-dire l'origine n'est pas seulement commerciale, elle est globale, c'est-à-dire concerne beaucoup d'autres domaines tels que la géopolitique mondiale, la géostratégie et même la pétrostratégie, parce que les deux géants mondiaux sont en train de se battre, chacun à son niveau, pour contrôler le monde de demain. Et les Américains qui ont passé toute leur vie à espionner et à être des leaders incontestés dans la vente de certains équipements de pointe, de quoi ont-ils peur exactement? Suzanne, vous savez que celui qui espionne n'aimerait pas qu'on l'espionne. Vous voyez, ça il n'y a pas de pires espions dans le monde que les États-Unis, avec leur CIA, avec tous ces agences de renseignement qui de tout temps, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont imposé leurs lois sur le reste du monde par l'espionnage dans tous les secteurs, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Or, les États-Unis qui espionnent partout dans le monde sont maintenant mécontents parce que les Chinois, parce que qui veut être puissant dans le monde doit espionner. C'est-à-dire que souvent ce n'est pas officiel, mais tout le monde sait que ça existe. Aucun État du monde ne peut fonctionner sans service de renseignement. Or, tout le monde espionne, mais chacun ne veut pas qu'on l'espionne. Vous voyez? Donc, les États-Unis n'aimeraient pas que la Chine leur fasse ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont l'habitude de faire, avec leurs puissants services de renseignement qui ont même commis beaucoup de torts, beaucoup de dégâts dans le monde, parce que certaines guerres, les guerres qui ont été déclenchées dans le monde, un peu partout dans le monde, sont souvent des guerres à caractère, c'est-à-dire l'origine est souvent économique. On se rappelle des guerres du Golfe pour le pétrole, des guerres, les guerres en Afghanistan, les guerres en Syrie, les guerres en Libye, tout cela. Et chaque fois, on s'est rendu compte que les Chinois étaient en retrait. Et puis la Chine, je vous rappelle que la Chine a été rendue, au 19e siècle, a été rendue à un état de semi-colonie. Elle était même sur le point d'être colonisée par les Occidentaux avant de réagir, parce que en 1900, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Boxers. C'est le tournant, parce qu'en ce moment, la Chine était sur le point d'être colonisée et divisée. Parce que les puissances occidentales avaient décidé de la diviser, comme ils avaient fait sur le continent africain. Mais malheur en a pris parce que les Chinois ont réagi de manière très vigoureuse. Et actuellement, les Occidentaux ne comprennent pas comment ce pays qui leur a échappé de justesse les concurrence au point de vouloir leur ravir la vedette sur tous les continents du monde. Merci, M. Simon Yefou. Vous êtes sur Frika TV et l'émission, c'est Economy First. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui sont là. Alors, M. Eric Chwandam, finalement, qui espionne qui?
Voilà, je pense que mon copanéliste, mon excellent copanéliste, vient de refaire un brillant exposé sur ces notions d'espionnage. Alors, je vais être très bref en disant, la guerre, je veux dire, la foudre des États-Unis contre l'entreprise Huawei peut se justifier dans le sens où Huawei, en fait, a pu développer la technologie 5G. La 5G, c'est une technologie que les Américains essaient de développer depuis belle lurette. Alors, les deux plus grands du monde étant en compétition pour la développer, les deux également connaissant le degré, n'est-ce pas, de puissance de cette 5G, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois. Alors les Américains sont surpris, aucune entreprise américaine n'a pu développer la 5G. Alors seul Huawei a été capable de le faire. Alors les Américains se disent, alors si nous n'avons pas pu et que ces gens ont atteint ce niveau, ça veut dire que il y a anguille sous roche. Donc, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, c'est une guerre entre deux géants. La 5G, puisque si on rentre dans l'histoire, Huawei, c'est une entreprise privée qui appartient à un ancien haut cadre de l'armée chinoise. Donc quand les Américains parlent d'espionnage, cela peut se comprendre, parce que Jiang Fei, qui est le PDG de Huawei, a été pendant une trentaine d'années responsable des télécommunications dans l'armée chinoise. Et ce n'est qu'après sa démission ou bien sa mise à la retraite qu'il a fondé Huawei. Et Huawei, subitement, dame le pion. J'ai cité Siemens ici. J'ai cité, je passe sur le continent africain. En termes d'infrastructure, de télécommunications, Huawei a effacé carrément les entreprises européennes. On n'entend plus parler d'Ericsson, on n'entend plus parler de Siemens. Et les Chinois ne s'arrêtent pas là. Ils veulent rentrer chez les Américains, implémenter la 5G qu'aucune autre entreprise américaine, fût-elle plus grande, fût-elle plus connue que les entreprises chinoises, n'ont pas pu malheureusement implémenter. Donc, à votre question de savoir qui espionne qui, je repars sur mon postulat de départ. Les deux s'espionnent. C'est une guerre entre deux géants. Voilà. Et pourquoi la politique s'en mêle au point que les États-Unis demandent aux opérateurs qui font dans le secteur de télécom de ne pas s'approvisionner en produits chinois? Voilà. Je pense que pour mieux répondre à cette question, il faut comparer les deux systèmes politiques avant d'y arriver. La Chine est un État, les Américains vont le taxer de dictatorial, mais c'est un État avec un seul parti, Parti communiste, qui a le plus grand nombre de membres. Les Américains estiment que, et avaient raison, qu'en Chine, le politique influence directement sur l'économie. Le fondateur de Huawei est membre du Parti communiste. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, la plus grande plateforme de vente en ligne en Asie, est membre du Parti communiste. En Chine, il y a le projet de Red Cap. Red Cap, ça veut dire le chapeau rouge. Vous savez, le rouge en Chine symbolise l'État et le Parti communiste. Le projet Red Cap, c'est un projet à travers lequel les entreprises privées en Chine sont soutenues par l'État. Donc les Américains ont de bonnes raisons de se méfier et d'accuser le politique d'être derrière toutes ces grandes entreprises qui veulent contrôler le monde. Et cela se comprend davantage parce que en Europe, aux États-Unis ou comme en Afrique, nous sommes dans des systèmes libéraux, ou ce qui en tient lieu, où c'est l'économie, c'est les hommes d'affaires qui influencent le politique. En Chine, c'est le contraire. Le Parti communiste est au-dessus de tout. Donc, les Américains veulent, les Américains à raison transportent, n'est-ce pas, un débat économique sur le plan politique parce qu'ils sont convaincus sur la base des éléments que je viens de vous donner, n'est-ce pas? Je veux dire, le fait que au cas de grands hommes d'affaires, de puissants mastodontes reconnus dans le monde soient membres du Parti communiste, le fait qu'il y ait des projets gouvernementaux comme le Red Cap que j'ai signé, je viens de citer tantôt, qui, n'est-ce pas, encouragent les entreprises chinoises et facilitent, n'est-ce pas, leur expansion à l'étranger. On a Huawei, on peut citer d'autres entreprises chinoises sur le continent.
Vous allez vous rendre compte que ça commence toujours sur le plan diplomatique. En Chine, je veux dire, en Chine, c'est le politique qui précède l'économique. Contrairement dans les systèmes libéraux où c'est l'inverse. Donc, les États-Unis estiment que, connaissant le système totalitaire, présidentialiste très fort de la Chine, il serait impossible, n'est-ce pas, de ne pas voir la main du président chinois dans les affaires de Huawei. Et à votre avis, jusqu'où peut aller l'ascension des États-Unis devant un produit aussi puissant que le téléphone révolutionnaire 5G? Je lisais un article ce matin de Jianfei, le PDG de Huawei, qui disait « Le monde ne se limite pas aux États-Unis ». Je pense que dans Le Monde, il a fait une interview à une presse occidentale, il disait « Le monde ne se limite pas aux États-Unis ». La concurrence, les Américains peuvent au final interdire Huawei sur le sol, mais Jianfei disait dans son interview de ce matin, il y a l'Orient. Et il y a l'Orient, il y a l'Afrique qui est déjà un acquis. En France aussi, Huawei existe, mais ils n'ont pas, il y a eu, je pense, le DG de Huawei était à Monaco pour signer des accords là-bas. Ils ont déjà intégré le fait que les Américains pourraient, n'est-ce pas, au final, gagner la bataille en leur interdisant, n'est-ce pas, de se déployer aux États-Unis et chez leurs alliés, les alliés les plus proches, l'Allemagne, l'Italie, et la France dans une certaine mesure, la Nouvelle-Zélande, le Canada, où la fille du PDG a été arrêtée. Mais il a déjà incorporé, il a dit, le monde ne se limite pas aux États-Unis. Il y a le Moyen-Orient, il y a l'Afrique qui est déjà acquise. L'Afrique est acquise, autant pour moi, à Huawei. Donc la guerre, les États-Unis vont peut-être remporter la bataille, mais personnellement, je ne pense pas qu'ils pourront fragiliser Huawei, qui détient déjà une technologie qu'ils n'ont pas. Et de votre côté, M. Simon, il faut jusqu'où peut aller l'ascension des États-Unis? Bien, pour continuer sur le raisonnement de mon copanéliste, même si les États-Unis remportent la bataille, ils ne vont pas gagner la guerre. Parce que, vu l'ascension fulgurante de la Chine, on peut dire que rien, pour le moment, plus rien ne peut arrêter la Chine. Il vient de dire tout à l'heure qu'en Chine, contrairement à ce qui se passe en Occident, où c'est le libéralisme sauvage, l'ultralibéralisme, l'hyperlibéralisme, en Chine, c'est le capitalisme d'État. Ça veut dire qu'après la mort de Mao Zedong, ses successeurs ont trouvé une formule magique à travers laquelle l'État, il y a une alliance tacite entre l'État et le privé pour booster l'économie chinoise. Et on peut dire que la Chine a des ressources, l'État chinois a des ressources quasi illimitées. C'est-à-dire les capitaux sont illimités. C'est pour cela que beaucoup de pays occidentaux ont déjà compris que pour combattre la Chine, il faut collaborer avec elle. Je crois que le premier pays européen à l'avoir bien compris, c'est l'Italie. Puisque récemment, vous avez suivi la visite de Xi Jinping en Italie, alors qu'il a fait une tournée européenne, mais le pays où il a été bien reçu, c'était l'Italie. Il a été quelque peu boudé par Emmanuel Macron, qui est plutôt en train de vouloir mener une politique quelque peu bête, c'est-à-dire en voulant mobiliser les autres pays occidentaux pour faire comme les États-Unis. Je leur dis de se méfier de la Chine, mais certains ont déjà compris que ce pays-là, on ne peut pas le contrôler en le combattant, on peut le contrôler en collaborant avec lui. Donc, c'est pour cela que la guerre, cette guerre commerciale, même si pour le secteur concerné, c'est-à-dire avec Huawei, toutes les mesures disproportionnées que les États-Unis vont prendre et contraindre aussi leurs alliés à suivre leur exemple, peut-être que ça peut aboutir, mais ce sera juste une bataille remportée au cours d'une guerre qu'ils vont certainement perdre parce que l'ascension de la Chine ne peut plus être arrêtée. Il y a beaucoup de produits dans le monde. Il n'y a pas seulement le secteur électronique, informatique, tout cela. Nous avons le textile.
Le textile, la Chine est le numéro 1 mondial du textile. Et il fabrique des produits tellement de qualité que malgré même parfois les sanctions économiques que les États-Unis imposent à certains produits, les Américains ne peuvent plus se passer de certains produits made in China. Vous voyez? Donc, l'avenir, on peut dire que l'avenir est quelque peu rose pour la Chine, alors que les puissances occidentales sont quelque peu en panique. Et je voudrais dire que actuellement, les puissances occidentales ne savent pas que, peut-être ils savent, mais feignent, c'est-à-dire font semblant de ne pas le savoir, que leur domination dans le monde, qui a duré 5 siècles, a pris fin avec le début du 21e siècle. Leur domination dans le monde a commencé au 15e siècle, avec ce qu'on appelle les grandes découvertes et consorts. Elle a pris, elle est passée par la traite négrière, par la colonisation, ainsi de suite, le néocolonialisme, mais avec l'émergence de ce qu'on appelle les pays émergents, en tête desquels la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, tout cela, et d'autres puissances quelque peu intermédiaires. Les Occidentaux se rendent compte que peut-être leur position là, c'est-à-dire cette domination qu'ils ont exercée dans le monde pendant 5 siècles a pris fin, mais ils essaient de vouloir faire oublier cela en menant parfois des politiques agressives, en entreprenant des guerres à droite et à gauche, alors que ça ne va pas résoudre le problème. Et il est question, je crois qu'on va parler de cela tout à l'heure, que l'Afrique saisisse aussi cette occasion, le moment venu, pour tirer son épingle du jeu. Parce que ce continent a été trompé pendant des siècles par les Occidentaux qui ne viennent jamais quelque part pour faire du bien, mais pour exploiter et utiliser toutes les méthodes pour exploiter les économies des autres. Et est-ce que le fait d'avoir arrêté la directrice financière de Huawei Technologies au Canada, Meng Wanzhou, qui est aussi la fille du créateur de Huawei, pour, dit-on, avoir enfreint certaines règles commerciales avec l'Iran, a émoussé la détermination de la Chine? Pas du tout, Suzanne, pas du tout. Bien au contraire, parce que tout le monde sait que les sanctions que les Occidentaux ont imposées à l'Iran, sous prétexte que l'Iran soutient le terrorisme international, sous prétexte que l'Iran est allié à des groupes terroristes dans le monde, alors que nous savons que les principaux groupes terroristes qui ont mis le feu au Proche-Orient, en Afrique du Nord, sont financés par l'Arabie Saoudite, qui est l'allié principal des puissances occidentales dans la région. L'Iran n'y est parfois pour rien. On se rend compte que l'Iran se défend, c'est-à-dire a juste les moyens de se défendre, alors que les autres font de l'offensive, lancent les offensives un peu partout sur les territoires. Donc, la Chine, qui, comme je vous l'ai dit, ne respecte plus très souvent, c'est-à-dire essaie de ne pas mêler la politique avec l'économie, s'est rendu compte que ces sanctions imposées à l'Iran sont injustes et a fait comme si ces sanctions n'existaient pas. Et en représailles, ils ont effectivement arrêté la fille du PDG pour faire pression sur la Chine, afin qu'elle change de politique. Mais je vous rappelle que cette politique est contre-productive et bien au contraire, elle détermine, c'est-à-dire elle va plutôt déterminer cette entreprise à aller de l'avant. Et comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, il n'y a pas que les États-Unis, le monde ne s'arrête pas aux États-Unis et la Chine a beaucoup d'intérêts ailleurs dans le monde. Ça veut dire que si elle est même privée des États-Unis, ce ne sera pas la fin de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est promise à un bel avenir si elle continue de monter de cette manière-là. Et surtout si elle ne cherche pas. Il y a aussi un aspect que vous voulez évoquer, c'est-à-dire que la Chine a subi tellement d'humiliation au 19e siècle de la part des puissances occidentales que si ce pays voulait se venger aujourd'hui, ça pourrait entraîner une 3e guerre mondiale. On se rend compte que les Chinois, les dirigeants sont pragmatiques et essaient autant d'années avec toute la force de frappe dont ils disposent. Parce que la Chine a la première armée du monde, c'est-à-dire en termes d'effectifs. Le budget militaire de la Chine, peut-être qu'il est encore très loin derrière celui des États-Unis, mais il monte chaque année, d'année en année. On sait que la Chine a aussi la bombe atomique
comme les puissances occidentales l'ont, ça veut dire que ce pays aurait les moyens de se venger, mais ne cherche pas à le faire et se concentre sur le domaine économique, sur le domaine commercial pour imposer sa domination sur le monde que les autres avaient obtenu pas en usant de la force brutale des armes. Donc la Chine veut atteindre les mêmes résultats, mais en utilisant plutôt le commerce, l'économie, l'intelligence, surtout l'intelligence économique. Merci, monsieur Yafou. Monsieur Eric, quel commentaire vous inspire ce soutien des politiciens chinois à une entreprise de souveraineté comme Huawei qui n'a même pas encore 30 ans d'existence pour le préciser et qui a vendu en 2018 250 millions de smartphones et attend de passer à 300 en 2020 et dont le chiffre d'affaires est au-dessus des 105 milliards de dollars. Alors, Suzanne, avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter un mot sur ce que vient de dire mon copanéliste pour dire, toujours en rapport avec l'arrestation de la directrice financière de Huawei au Canada, qui est également la fille du PDG. Il a dit dans l'interview que je lisais ce matin qu'il fait confiance à la justice. Et à côté, il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, le monde ne se limite pas aux États-Unis. Alors si on fait une analyse de ce discours, on se rend compte que l'arrestation de sa fille, qui est par ailleurs DAF de son entreprise, n'a en rien, n'est-ce pas, fait bouger ou bien influencer son désir d'implémenter la 5G partout dans le monde. Parce que dans le même interview qu'il dit, le monde ne se limite pas aux États-Unis et il y a l'Orient. Et on sait ce que l'Orient, on connaît la perception que les Américains ont de l'Orient. Donc en fait, dans son interview, quand vous faites une analyse géostratégique, vous vous rendez compte que d'un fait, essaye de mettre les Américains dos au mur. Puisque vous dites que la 5G, c'est de l'espionnage, et vous refusez que je m'implémente chez vous, alors je vais aller en face, en Orient. Ça, c'est une lecture simple que j'essaie de faire. Alors, pour revenir à votre question personnelle, la toute dernière, je dirais, concernant le commentaire que cela m'inspire au sujet de l'implication des politiques, je vous dis, en Chine, c'est normal. Lors de la célébration du dernier centenaire de la République en Chine, à la place Tiananmen, à Beijing, à Pékin, le président chinois Xi Jinping a dit, à l'horizon 2049, la Chine sera la première puissance mondiale. C'était dans un discours fleuve de 3 heures de temps. Il a été formel. La Chine sera première puissance mondiale. Donc, l'implication politique telle que nous la percevons, nous autres qui sommes influencés par le libéralisme américain ou européen, n'est pas la même que les Asiatiques où chez eux c'est très normal. Je vous ai dit tantôt que le fondateur de Huawei est membre du Parti communiste. Jack Ma, le fondateur de Alibaba, est membre du Parti communiste. Donc c'est tout à fait normal que les politiques appuient les économistes, appuient les mastodontes à l'échelle internationale. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce que nous percevons comme un problème sur la base de notre culture politique n'est pas le cas chez eux. C'est normal. C'est normal pour Xi Jinping ou bien pour le DG de Huawei. Ce n'est pas, je veux dire, ils ne le font pas peut-être officiellement, mais quand vous faites une analyse simple, comme les États-Unis sont en train de le faire, vous comprenez que c'est intimement lié. La politique et l'économie en Chine. Et la politique prime. Ça, il faut faire la précision. Et comment comprendre aussi cette politique américaine dont l'unique but est de protéger le Made in America? Est-ce une bataille de positionnement entre le Made of China et le Made of America? Voilà notre bonne question. Les Américains, vous savez, il y a un désir d'hégémonie et de contrôle du monde. Je vous ai dit tout à l'heure que les Américains et les Chinois se sont engagés en même temps dans des recherches dont l'objectif final était d'obtenir la 5G. Et curieusement, les Américains n'ont pas pu y arriver parce que jusqu'à preuve de contraire, pendant qu'ils interdisent au Huawei de se déployer sur le sol américain, aucune entreprise américaine n'est capable de fournir la 5G. Seul Huawei dans le monde actuellement détient la technologie pour implémenter la 5G. Donc,
Les Américains sont encore dans le droit de privilégier. Ils préfèrent rester à la traîne de la technologie que de laisser leur principal concurrent venir contrôler leurs télécommunications. Parce que cela cela voudrait dire que désormais, s'il est vrai que la 5G, puisque quand vous lisez les options de la 5G, c'est l'intelligence artificielle au degré suprême. Si les Américains qui contrôlent tout, on a connu par le passé les câbles Wikileaks en Afrique, si les Américains sont plus capables de le faire et que ce soit chez eux qu'une autre société appartenant à leur principal concurrent doit désormais venir contrôler, alors madame, je pense que ce n'est pas possible. Les Américains n'auraient-ils pas peur de la chute d'Apple? Pardon? Les Américains n'auraient-ils pas peur de la chute d'Apple, qui est le leader actuel avec un chiffre d'affaires de 261 milliards de dollars? C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Les Américains ne le disent pas. Ils ne le disent pas directement. Et les Chinois également jouent très bien à ce jeu, puisque les Américains parlent d'espionnage, de connivence, mais n'ont fourni aucune preuve. Les Chinois peuvent également les accuser, n'est-ce pas, de protéger Apple, qui est le principal concurrent avec les iPhones et autres. Donc, les Américains, normalement, protègent leur entreprise, je veux dire Apple, qui a été incapable de produire la 5G. Leur principal concurrent y est parvenu. Alors, le gouvernement s'en mêle. Pour faire simple, pour expliquer terre à terre, on va essayer, n'est-ce pas, de schématiser un scénario. Apple et Huawei sont en compétition. Alors, le gouvernement chinois pourrait appuyer Huawei pour réaliser son objectif. Le gouvernement américain n'y arrive pas. Alors, quand Huawei atteint son objectif, le gouvernement américain, alors, qui protège Apple. C'est deux bonnes guerres, comme je l'ai dit à l'entame. C'est normal. D'accord, merci monsieur Eric. Je reviens vers vous. Monsieur Simon Yefou, à regarder cette bataille économique qui n'est pas si loin de s'arrêter de sitôt, on peut dire sans risque de se tromper que l'économie avant et la politique après, ou alors que l'économie est au service de la politique. Généralement, l'économie et la politique vont ensemble, puisque s'agissant même de cette guerre économique à laquelle nous faisons allusion, c'est Donald Trump qui l'a déclenché quand il a été élu président des États-Unis il y a 2 ans. Quand il arrive au pouvoir, il dit America First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. Et c'est-à-dire quand il se rend compte que dans le monde, le plus dangereux concurrent pour les États-Unis se révèle être la Chine. C'est pour cela qu'il a déclenché cela. Ça veut dire que pendant sa campagne électorale, déjà, il avait promis à ses électeurs, je vous rappelle que Donald Trump, il a une base électorale solide, comme un roc. Parce que si les gens ne prennent pas garde, il risquera d'avoir un deuxième mandat en 2020. Si les démocrates ne trouvent pas un bon candidat, puisqu'il a une base électorale qui est satisfaite, malgré tous les dégâts que sa politique est en train de mener dans le monde, cette base électorale est satisfaite de cela. Donc, la politique et l'économie vont ensemble. Donc, pendant sa campagne électorale, il avait promis qu'il va faire payer à la Chine tout ce qu'elle a fait de mal à l'économie américaine, avec tout ce déficit, avec toute cette balance commerciale largement excédentaire en faveur de la Chine. Ouais. Donc, malheureusement, au lieu d'utiliser des mesures quelque peu catholiques, si on peut l'estimer, il prend des mesures qui sont parfois contre-productives, et il prend des mesures d'augmentation des taux de douane, tout cela. En Chine également, la politique et l'économie vont ensemble. Mon panéliste l'a expliqué bien tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le capitalisme d'État là-bas, c'est le parti communiste qui contrôle tout, avec à sa tête Xi Jinping qui, depuis qu'il a pris le pouvoir, veut imposer une politique, on parle de plus en plus du retour, il aimerait ressembler à Mao Tse-tung, le grand timonier, celui-là qu'on appelle le grand timonier, et c'est l'État qui
impulse même la politique économique de la Chine dans le monde, que ce soit sur le plan commercial ou bien sur le plan industriel. Donc les deux vont ensemble et donc il n'y a pas de possibilité. Merci Monsieur Simon. Et qu'est-ce qui nous manque vraiment à nous, Africains, pour mettre sur pied une compagnie comme Huawei Technologies ou bien d'autres pour dominer le monde? Malheureusement, on peut dire que rien ne manque en Afrique parce que l'Afrique, c'est l'un des continents les plus riches du monde. Et je vous rappelle que les matières premières utilisées par Huawei et autres viennent du continent africain. Et dans ce continent a été dominé depuis des siècles, tout simplement parce que sauvagement riche, des prédateurs, des vautours de toutes sortes sont venus de tous les horizons pour la piller, pour l'exploiter sauvagement jusqu'à la période actuelle. Donc l'Afrique a les ressources naturelles, les ressources économiques, tout cela. Peut-être c'est les ressources humaines. On a aussi même des ressources humaines, mais peut-être elles sont très très mal gérées. Et c'est pour cela que nos ressources naturelles sont exploitées par les puissances étrangères qui viennent les prendre pour aller s'industrialiser. Donc, toutes les grandes sociétés auxquelles on a fait allusion tout à l'heure, les matières premières, la plupart des matières premières qu'elles utilisent se trouvent dans le sol et le sous-sol africain. Donc, les matières premières sont là, c'est seulement peut-être les capitaux, et même si on avait la volonté politique, les capitaux ne manqueraient pas. Donc il y a le problème de volonté politique, la gouvernance sur le continent africain, c'est ça qui fait mal sur ce continent. On a des ressources, on a tout, on peut dire qu'on a tout sur ce continent pour avoir des entreprises capables de concurrencer ces géants mondiaux qui viennent plutôt chez nous chercher la matière première pour aller la transformer et venir nous revendre plusieurs fois plus cher. Monsieur Eric Chwandom, l'Afrique doit-elle durablement penser à son avenir et à sa place dans cette guerre froide de géostratégie? Voilà, avant de répondre à cette question par rapport relative à la place de l'Afrique dans cette guerre géostratégique, je voulais placer un mot sur la question qu'on vient de poser à mon copanéliste relative à qu'est-ce qui manque à l'Afrique. Alors sur ce point, je suis formel, la volonté politique. Je pense que la Chine aujourd'hui est un parfait exemple qu'avec une volonté politique ferme, sérieuse, une bonne gouvernance, on peut quitter de 0 à 10. Ça, c'est par rapport à la question précédente. Maintenant, concernant votre question relative à la place de l'Afrique dans cette guerre géostratégique, je dirais simplement l'Afrique véritablement doit se repenser elle-même. Puisque nous sommes, je vous ai parlé tout à l'heure de deux systèmes politiques différents. La politique et l'économie sont intimement liées. La Chine est un pays que les Américains vont qualifier de dictatorial, mais qui, en termes de développement, n'est-ce pas, dépasse plusieurs pays qu'on va dire démocratiques. Donc nous devons premièrement être fixes sur le domaine, sur le style politique que nous devons utiliser. Sommes-nous dans des monarchies, dans des démocraties ou dans des dictatures, entre parenthèses, éclairées comme en Chine? Parce que c'est la première condition. Nous devons donc définir, est-ce que nous adoptons le modèle politique européen ou américain, ou encore, est-ce que nous définissons notre propre modèle politique? Ça également, c'est une option non négligeable. Et ensuite, au niveau, n'est-ce pas, du positionnement, je pense comme dans la guerre froide, il n'y a pas de neutre. Alors c'est à chaque pays africain, n'est-ce pas, en fonction des intérêts et des investissements des forces en présence qu'il faudrait prendre position. Chaque pays, donc, les décideurs, sur la base, n'est-ce pas, de la présence des investissements de l'une ou de l'autre partie dans son pays, va prendre la décision qui lui sied. Parce que nous savons que les États-Unis, quand ils prennent une décision, elle s'applique de facto à tous les pays alliés. Et donc, cette question sera résolue naturellement en fonction, n'est-ce pas, des intérêts et des investissements
que chaque force en présence aura, n'est-ce pas, dans les pays concernés. Merci à vous, Monsieur Simon Yefou, pour votre participation sur le plateau d'Economy Fest. Merci également à vous, Monsieur Eric Chouandom. On espère qu'on vous reverra très bientôt, certainement sur le plateau d'Economy Fest encore. C'est ici que s'achève cette édition d'Economy Fest sur Frika TV. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour tout et demain pour une nouvelle édition. Merci.